Bienvenue pour cette analyse des documents sur la révolution iranienne de 79. C'est assez incroyable quand on y pense. Une monarchie de 2500 ans qui s'effondre presque du jour au lendemain. Oui, et une citation des sources résume ça parfaitement. C'est ainsi que tombent les régimes autoritaires. D'abord progressivement, puis soudainement. C'est frappant. Et ce qui frappe aussi, d'après ce qu'on a lu, c'est cette rivalité viscérale entre deux hommes, le Shah Mohammad Reza Pahlavi et l'ayatollah Khomeini. Exactement. C'est vraiment le fil rouge de la transcription du documentaire qu'on a étudié. Ce duel semble déterminer tout le reste. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer. Alors justement, ces deux figures, le Shah il arrive sur le trône très jeune, c'est ça, 21 ans. Oui, en 41, pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père a été poussé à abdiquer par les Alliés à cause de ses sympathies nazies, en fait. D'accord. Et lui, le fils, éduqué en Suisse, les sources le décrivent comme un peu pas très à l'aise au début, un roi réticent. C'est ça. Il est un peu écrasé par l'image du père, Reza Shah, qui était très autoritaire. Il a cette éducation occidentale, il veut moderniser l'Iran, mais il cherche sa place, quoi. Et en face, Khomeini, né bien avant, en 1902. Oui, et avec un drame familial précoce, son père assassiné. Les documents suggèrent que ça a nourri un ressentiment qu'il a plus tard lié au père du Shah. Ah oui, intéressant. Et lui, son éducation, c'est purement religieux. Tout à fait. Brillant étudiant, paraît-il, et très tôt, il s'oppose aux réformes laïques du père du Shah, Reza Shah. L'interdiction du voile, par exemple, c'est quelque chose qui le marque profondément. Pour lui, c'est une attaque contre l'islam. Vraiment deux mondes, hein. Donc le jeune Shah, pour moderniser, il cherche des alliés, les États-Unis notamment. Oui, dès 49, il y a cette visite aux USA. L'idée, c'est un peu pétrole contre aide technique, aide à la modernisation. Mais il essaye aussi de jouer la carte du clergé au début. Ah bon? Pourquoi ça? Il les voit comme un possible rempart contre le communisme. C'était ça sa grande peur à l'époque. Ironique quand on sait la suite. Oui. Et puis il y a la crise du pétrole en 51, Mossadegh. Le Shah doit même fuir. Exactement. Il revient grâce à un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6. Et c'est là qu'il crée la SAVAK, sa police secrète, très redoutée. Et pendant ce temps, Khomeini, il fait quoi? Il gagne en influence. Il commence à radicaliser certains groupes, comme les Fédéens Islam. Il va même jusqu'à émettre des fatwas pour cautionner des actions violentes, des assassinats politiques. Son opposition se structure. Arrive ensuite la fameuse Révolution blanche de 63. Un grand plan de réforme. Oui, sur le papier, c'est ambitieux. Une réforme agraire pour casser le système féodal, privatisation, alphabétisation, Et le droit de vote des femmes. et ça ne passe pas du tout pour Khomeini. Pas du tout, c'est la goutte d'eau. Pour lui, c'est la preuve de l'occidentalisation forcée, de la trahison des valeurs islamiques. Le rôle des femmes surtout. Il attaque le Shah très violemment dans ses discours. Et la confrontation devient directe. Complètement. Il y a des manifestations à Qom qui sont réprimées durement. Khomeini est arrêté, puis finalement exilé en 64. D'abord en Irak. Mais ces réformes du Shah, même si elles partent d'une bonne intention peut-être, elles marchent peu. Difficilement. La réforme agraire, par exemple, manque de moyens. Les paysans dépossédés ne reçoivent pas l'aide nécessaire. Ça crée du mécontentement, ça. Ça creuse des failles. Et pendant ce temps, le Shah, lui, semble au sommet de sa puissance, non? En apparence, oui. Il y a le couronnement fastueux en 67, les fêtes incroyables de Persépolis en 71, qui ont d'ailleurs choqué pas mal de monde par leur démesure. Il investit massivement dans l'industrie, le nucléaire même. L'Iran s'occidentalise, surtout Téhéran. Et Khomeini en exil. À Nadjaf, en Irak. Au début, il est assez isolé. Mais il travaille. Il approfondit sa théorie de l'État islamique, il écrit un livre là-dessus qui circule en secret en Iran, et il maintient ses réseaux, discrètement. C'est là que les fissures du régime du Shah deviennent vraiment béantes. Oui, la répression de la SAVAK est terrible. Torture, exécution, il n'y a plus d'espace politique. Et la modernisation rapide laisse beaucoup de gens sur le côté. Les bazaris, les commerçants traditionnels se sentent menacés. Et les villes se remplissent de populations pauvres, déracinées, très réceptives aux discours religieux. Et c'est là qu'on revient à l'erreur initiale du Shah. Exactement. En pensant utiliser le clergé contre la gauche, il leur a laissé le champ libre. Les mosquées, les écoles coraniques, c'est devenu le seul réseau d'opposition organisé et présent partout dans le pays. Ce qu'il voyait comme un outil est devenu, comme le dit la source, son ennemi le plus fatal. Il a, en quelque sorte, bâti l'infrastructure de sa propre chute. Incroyable. Et l'étincelle, c'est quoi alors, hein?
Un article de presse en janvier 78, commandité par le régime, très diffamatoire envers Khomeini. Ça déclenche des manifestations à Com. Et là, ça s'emballe. Oui, c'est un cycle infernal. Manif, répression, mort. Et nouvelle manif 40 jours plus tard pour commémorer les morts, selon la tradition chiite. Puis l'incendie du cinéma Rex en août 78, attribué à la SAVAK par l'opposition. Horrible. Le vendredi noir, ensuite. Septembre 78. L'armée tire sur la foule à Téhéran. Un massacre. La rupture est totale. La grève générale paralyse tout. Et c'est à ce moment-là que Khomeini est expulsé d'Irak. Oui. Et coup de théâtre, il atterrit en France, à Neauphle-le-Château, près de Paris. C'est fou, ça, hein. Et médiatiquement, c'est génial pour lui, involontairement. Il devient une star internationale. Les médias du monde entier sont là. Et les sources soulignent qu'il est très habile. Il modère son discours. Il parle de démocratie, de droits de l'homme. Il cache ses idées sur l'État islamique que l'Occident ne connaît pas vraiment. Et le Shah, pendant ce temps? Il est dépassé. Malade aussi, il a un cancer, mais ça, peu de gens le savent. Il fait un discours à la télé où il dit qu'il a entendu l'appel de la révolution. Ça sonne comme un aveu de faiblesse terrible. Les Occidentaux le lâchent? Oui, la conférence de la Guadeloupe en janvier 79, où Carter, Giscard d'Estaing, Callaghan et Smith se rencontrent. En gros, ils actent qu'il est fini. Et la fin arrive très vite. Le 16 janvier 79, le Shah quitte l'Iran pour ne jamais revenir. Et le 1er février, c'est le retour triomphal de Khomeini à Téhéran, accueilli en héros par des millions de personnes. Fin de la monarchie. C'est vraiment l'histoire d'une confrontation acharnée, mais aussi d'erreurs politiques majeures et de fractures sociales que la modernisation autoritaire a sans doute aggravées. Absolument. La volonté de Khomeini, façonnée par des décennies d'opposition, s'est révélée bien plus forte, comme le disent les sources. Et ça montre comment des erreurs de jugement, des dynamiques internes peuvent avoir des conséquences géopolitiques immenses et durables. Et ça nous amène à cette réflexion finale un peu troublante. Le Shah a combattu la gauche, mais en faisant ça, il a armé le clergé radical qu'il a finalement renversé. Ça fait réfléchir aux effets imprévus, au retour de bâton des stratégies politiques, même aujourd'hui dans des contextes très différents, non? Tout à fait. C'est une leçon d'histoire qui résonne encore, je crois. Une matière à réflexion assurément.